Bonjour tout le monde. Bon, on le voit très clairement, donc, je travaille dans l'industrie pharmaceutique, donc je vais peut-être aussi aider par cette présentation et vos questions à déconstruire quelques préjugés que j'ai pu entendre sur cette journée, sur l'utilisation de R dans les essais cliniques, dans les études cliniques. Donc, je m'appelle Charlotte, je suis chez Sanofi depuis 7 ans maintenant. Je suis rentrée en tant que programmeur statistique, donc quelque chose qui s'apparente au métier de data analyst en dehors de cette industrie-là. Et aujourd'hui, je suis responsable de l'équipe de programmation statistique pour les études de phase précoce en oncologie et toute aire thérapeutique également, depuis très peu. Donc dans ce contexte-là, dans le contexte de ces études cliniques de phase précoce, nous avons construit avec une équipe de statisticiens et de programmeurs statistiques idéaux Interactive Decision Output pour accélérer la prise de décision sur ces études cliniques qui peuvent durer des années. En parallèle de ça, les techniques et méthodologies statistiques ont grandement évolué dans l'industrie pharma. Il y a 10 ans, peut-être encore dans certaines études, en tout cas en dehors de cette entreprise, il y avait des schémas qui étaient de l'utilisation de la recherche de la dose maximale tolérée avec des schémas que l'on appelle 3+3. Aujourd'hui, on fait plutôt des études dites en panier où on va mettre plusieurs types de populations, exposer plusieurs types de populations ou de cancers à une solution thérapeutique ou prendre un type de population et l'exposer à plusieurs solutions thérapeutiques possibles, voire faire un mix des deux. Et dans cette optique-là, on cherche une dose optimale qui n'est pas forcément la dose maximale tolérée par les personnes. Donc on va potentiellement choisir des doses inférieures à celles qui sont tolérées au niveau des événements secondaires, puisque celles-ci démontrent des signaux d'efficacité forts déjà. Donc on cherche à prendre des décisions appropriées sur les bonnes populations, sur les bons patients, et ceci de façon assez rapide pour des raisons économiques et compétitives très claires au niveau de l'entreprise, mais aussi pour des raisons éthiques. Ça ne sert à rien d'exposer des personnes à des solutions thérapeutiques qui ne fonctionnent pas, sachant qu'elles sont de toute façon toutes plutôt très nocives en oncologie. Cette prise de décision, c'est une collaboration vraiment pluridisciplinaire. Le statisticien, le programmeur statistique, qui sont deux des métiers experts de la donnée. Donc, au programmeur statistique, c'est vraiment sur l'analyse approfondie des données, tandis que le statisticien va faire de l'interprétation quantitative, travaille en symbiose avec un médecin pour les aspects médicaux et l'approche médicale stratégique. Aussi le métier de data manager, qui est le métier qui est responsable de fournir des données qui sont fiables et cleanées. Donc c'est aussi une différence peut-être par rapport à d'autres équipes. Nous ne nettoyons pas les données. Au-delà de ça, il y a aussi des liens très forts avec les hôpitaux, les sites investigateurs qui se font via d'autres métiers. Bien évidemment, de la pharmacovigilance pour les signaux de sécurité, ce qui est aussi un atout par rapport à ces mises à disposition de résumés statistiques presque en temps quasi réel pour détecter de façon plus rapide des signaux de sécurité, donc des signaux qui montreraient des événements indésirables. Et depuis relativement récemment, la prise en compte aussi de la médecine translationnelle avec des experts en bioanalyse et en biomarqueurs qui sont très très nombreux en termes de marqueurs dans nos corps. Donc IDEO est intégré dans un cheminement classique de données qui s'ensuit par rapport aux études cliniques. Donc tout d'abord, tout à fait sur la gauche de l'écran, on collecte les données dans des cahiers d'observation qui sont souvent maintenant digitaux, sur des ordinateurs, sur des tablettes, voire qui sont des devices connectés, donc les mondes connectés, etc., que l'on peut avoir les uns les autres, ou des données dites externes qui vont passer par des laboratoires qui vont centraliser l'analyse de données, notamment des analyses qui vont être peut-être demandées à un niveau d'expertise en termes de machinerie et de technologie relativement avancée, comme quand on étudie certaines données de biomarqueurs dans des biopsies. Ensuite de ça, donc, le programmeur statistique va déployer plusieurs bases de données. Donc une base de données appelée SDTM, qui est une vision tabulaire organisée des données.
Tous les événements indésirables sont regroupés ensemble, tous les signes vitaux sont organisés ensemble, toutes les données dites démographiques sont organisées ensemble dans une base. Comme on peut voir aussi sur l'écran, soit ces données viennent directement des systèmes de data management internes à l'entreprise ou des systèmes de data management qui sont externalisés dans des sociétés de services partenaires. Puis, nous allons créer des ADAM ou des datasets dits d'analyse dans lesquels nous allons pré-processer en fait, les analyses en définissant quelle est la valeur de référence avant de commencer n'importe quelle prise de traitement, quelle qu'elle soit. Et également amener et faire des petites dérivations sur les changements par rapport à cette valeur de référence, soit en valeur absolue, en pourcentage. Également définir les durées, pour l'oncologie particulièrement, au bout de laquelle il y a un événement où il y a une censure, au contraire, et quel est ce type de censure? Est-ce que le patient est perdu de vue, est sorti de l'étude? Est-ce que, voilà, pour diverses raisons. Ensuite, IDEO en fait, se place sur ces structures de données qui se veulent le plus standardisées possible, tout en restant flexibles en termes de contenu, pour nourrir cette application que nous avons construite en Shiny. IDEO utilise également une configuration qui est uniquement ouverte auprès du service biostatistique et programming, donc uniquement les personnes qui sont responsables de produire les résultats finaux des essais cliniques. Et donc, tout à fait sur la droite, du coup, on voit déjà une première vue d'ensemble de à quoi cette application IDEO ressemble et qui met du coup un tas de visualisations disponibles en temps quasiment réel à partir du moment où le programmeur statistique a ouvert le portail de données pour permettre un rafraîchissement par rapport à des données cumulées plus récentes. Une fois dans IDEO, donc IDEO est accessible aux statisticiens, aux médecins, aux coordinateurs d'études, toutes les personnes qui participent au process et à la prise de décision sur les études cliniques de Sanofi. Voilà ce que l'on voit. Donc en haut à droite, tout un tas de boutons pour revenir à la page de départ, pour avoir accès à des infos publiques sur les études cliniques, pour nous fournir du feedback en temps réel que l'on reçoit par email, ou pour avoir accès à des documents support. Des documents support qui sont simplifiés, des Q&A ou des documents support qui sont beaucoup plus fournis et plus techniques, sans doute plus à destination des personnes qui comprennent les dessous du flux de données. Donc la première étape, déjà, c'est choisir sur quelle étude clinique en fait, on va regarder les visualisations. Donc actuellement, on a 20 études de phase précoce en oncologie qui sont pluguées à IDEO. Et un utilisateur ne verra dans cette liste qu'un sous-ensemble d'études à laquelle il a le droit d'avoir accès. Donc un médecin qui travaille sur une étude A et B n'aura absolument pas accès aux études C, D, etc. En termes de choix d'études, en fait, c'est organisé par des identifiants de lettres et de chiffres qui correspondent au code des thérapies testées et ensuite, à l'intérieur des thérapies testées, au code des études cliniques. Une fois que ceci est fait, en fait, la personne peut aussi naviguer et filtrer plus finement quel participant, quel patient il souhaite regarder. Donc on va choisir la partie de l'étude ou alors un ensemble de cancers spécifiques et également en fait, des bras de traitement ou des groupes de traitement ou des niveaux de doses quand on est sur les tout débuts des essais cliniques sur les patients où les doses sont d'abord toutes petites sur 3 patients, puis un petit peu plus grosses sur 3 nouveaux patients, etc. 150 visualisations. La dernière fois que j'ai compté, on en a un peu plus, mais j'arrête de compter, là je fais une petite pause. C'est difficile à trouver pour un utilisateur, ou tout du moins un nouvel utilisateur qui n'a pas bénéficié des toutes premières versions de IDEO qui ont été lancées en 2019. Donc cette personne peut quand même procéder en cherchant dans le menu de gauche pour chercher sa visualisation ou tout simplement utiliser la barre de recherche que nous avons été très contents de déployer il y a quelques mois. Au-delà de ça, chaque visualisation est rendue plus interactive, mais interactive avec des limites qui sont programmées en arrière et qui sont contrôlées en termes de programmation. Et va pouvoir faire des ajustements dans ce panel pour choisir des populations. Donc, je veux voir les patients qui ont été traités,
ou les patients qui ont été traités et qui ont au moins une évaluation de données d'efficacité, etc. L'application est complètement drivée par les données qui sont disponibles en arrière de l'étude. Et pour ceux qui ont des petites connaissances en oncologie, donc RECIST, c'est un des algorithmes possibles pour étudier la progression d'un cancer dit à tumeur solide. Dans cette liste déroulante, s'il y a d'autres algorithmes qui sont mis à disposition, comme iRECIST par exemple, l'application le détecte automatiquement et met à jour automatiquement cette liste déroulante. Dans un module dédié à biostat et programming dont la disponibilité est restreinte, on a accès à une interface qui sert à configurer une base de configuration par derrière. Donc, par exemple, on peut décider de dire que pour les modules d'efficacité, on va proposer à l'utilisateur de ne pas regarder tout l'ensemble des flaques de population possibles et imaginables, mais seulement de l'amener à se concentrer sur les patients qui ont été traités ou qui ont été considérés comme response evaluable, donc par exemple qui ont eu au moins une mesure d'efficacité après le début de traitement. Dans ce module, on peut faire plusieurs choses. On peut afficher ou cacher les modules en fonction de la disponibilité des données, puisque certaines données arrivent potentiellement des mois après le début de l'étude, notamment les données plus complexes à analyser, comme les biomarqueurs. On peut choisir d'afficher ou pas tout un certain nombre de heatmaps, donc qui vont repréciser et reclarifier quelle est la population de référence ou les graphiques d'efficacité. Choisir sur quel bras de traitement on choisit d'afficher les graphiques. Donc, traditionnellement, on affiche les doses de traitement ou les traitements que l'on compare, mais parfois on veut comparer des données sur les hommes et les femmes. Donc c'est quelque chose que l'on peut driver depuis cet environnement-là. Et tout un tas de choses comme ça. Donc en plus de ça, on peut déjà voir aussi que dans ce module, il y avait aussi accès à une fonctionnalité d'export de report. Et donc, chez Sanofi, en tout cas, le report se fait en Word ou en PDF et pas uniquement en RTF, qui est, mine de rien, un format traditionnel en termes d'export de données pour faciliter la vie, en tout cas à l'époque, aux rédacteurs médicaux. Dans cette fonction d'export, donc il y a son petit module dédié sur la gauche. Les personnes qui vont faire ces choix peuvent aussi choisir de réajuster l'ordre dans lequel ils veulent voir l'ensemble des configurations et des graphiques qu'ils ont choisis, voire changer d'avis et les supprimer. Donc, quand IDEO fait son report, il collecte et ajoute dans le reporting l'ensemble des options qui ont été sélectionnées par l'utilisateur pour des raisons de traçabilité et de reproducibilité dans le temps. Donc 150 visualisations, c'est beaucoup. Donc voilà, je ne vais pas revenir sur toutes les visualisations, mais on fait des tables donc avec beaucoup de statistiques descriptives, comme ce qui avait pu être présenté dans plusieurs présentations aujourd'hui. On utilise bien sûr aussi les bulles info, les options de transparence dans les graphiques qui sont très busy, très occupées. On a mis aussi en place des listes déroulants qui s'ajustent au mieux aux besoins des médecins. Et donc, par exemple, en oncologie, donc, il y a beaucoup d'événements indésirables et la notion de grade est très importante. Donc, des grades de 1 à 5. 5, on est mort. Donc, pour permettre aux médecins de se concentrer sur les événements indésirables les plus graves liés au traitement ou pas. Donc des graphes, des 5K plots liés à des études de génomique. Plus récemment, on a aussi déployé des options de blinding. Donc, dans le contexte des essais cliniques, c'est quelque chose qui est très important puisque des fois, en effet, on veut accéder aux résultats sans avoir connaissance sur quel traitement est pris par les patients. Parce qu'on n'a pas le droit de regarder sur certaines études qu'est-ce que les patients ont pris pendant le cours de l'étude, pour ne pas biaiser et influer le reste des plans de développement. Donc ces visualisations interactives sont vraiment le fruit de création et de beaucoup de communication, de collaboration et d'éducation des personnes avec lesquelles nous travaillons. Qu'est-ce que vous avez vraiment besoin? Comment est-ce que vous voulez vraiment le voir? À quel point nous, on est prêts ou pas à le promouvoir en termes de complexité?
Et c'est vraiment quelque chose qui s'est construit donc, sur plusieurs années, donc, depuis 2019, comme je vous le disais. Voilà, merci. Merci beaucoup, Charlotte. Merci beaucoup. Donc, il y a déjà plusieurs questions. Donc, déjà, la première, c'est quels sont les enjeux en termes de performance, sachant les nombres élevés d'utilisateurs? Oui. Alors, en termes de performance d'expérience utilisateur, c'était ça la question? Oui. Ouais. Donc, sur tous les modules, on n'a pas de temps de délai de chargement, à part pour les modules qui sont dédiés aux données de laboratoire, donc qui sont des données très nombreuses et collectées de façon extensive dans les études cliniques, et également les données de biomarqueurs qui peuvent avoir des dimensions, donc en termes de nombre de lignes de colonnes très importants. Au-delà de ça, c'est quelques secondes d'attente versus ce qu'ils avaient auparavant, plusieurs jours, voire semaines d'attente, que nous soyons prêts à leur envoyer le visuel. OK. Donc déjà, on te félicite pour l'outil. Est-ce qu'il y a une partie open source ou s'agit-il uniquement d'un outil en interne? Oui. Donc ça, c'est un grand débat. Donc R, déjà, il faut le savoir, R n'est pas gratuit, en tout cas pour les entreprises pharmaceutiques. Ces entreprises pharmaceutiques, en règle générale, mettent à disposition des packages qu'ils créent eux-mêmes. Il y a notamment des initiatives entre d'autres laboratoires pharmaceutiques et initiées surtout par Roche. Chez Sanofi, pour l'instant, le choix stratégique qui a été fait par notre hiérarchie est de ne pas partager le code que nous utilisons, ni les packages que nous créons en interne à partir de codes que certains ici ont pu créer et de packages que certains ont pu créer ici. Nous sommes obligés de tout réinternaliser, notamment pour des histoires de copyright. Si nous utilisions vos packages et que vous avez écrit « je veux être cité », ça pose un certain nombre de contraintes légales. Okay. Il nous reste encore des questions, mais comme on est serré dans les temps, je vous invite à chercher Charlotte et les poser directement. Merci beaucoup à nouveau, Charlotte.